Je suis encore sous le choc, horrifié, et en même temps extrêmement amusé par cette situation. Ma première voiture était une Jeep CJ7 de 1984. Pour un adolescent fauché des années 90, c'était une sacrée voiture. Je travaillais de nuit dans une station essence et je l'ai prêtée à mon frère qui emmenait une fille à une fête. Vers 1h du matin, j'ai reçu un appel de sa part. Il paniquait. Il m'a dit qu'il avait laissé les clés dans la Jeep et qu'elle avait été volée. J'ai senti mon estomac se nouer. Cette voiture représentait tout pour moi, des mois de travail de nuit et une liberté durement gagnée. J'étais encore au téléphone avec lui quand, presque comme dans un mauvais film, j'ai vu ma Jeep entrer lentement sur le parking de la station. Les voleurs voulaient faire le plein. La jauge d'essence était cassée et indiquait toujours vide, ce qui les avait sûrement convaincus qu'ils allaient tomber en panne. Ma station était la seule ouverte 24 heures sur 24 dans le coin. À cet instant, j'ai compris que j'avais une chance. J'ai appuyé discrètement sur l'alarme silencieuse sous le comptoir. Puis j'ai fait mon travail comme si de rien n'était. La station était en service complet, alors je me suis approché de la Jeep et j'ai commencé à remplir le réservoir. Les voleurs sont sortis du véhicule, plaisantaient entre eux et ne faisaient pas attention à moi. Mon cœur battait à toute vitesse mais j'essayais de rester calme. Quand j'ai vu que personne ne regardait, j'ai tendu la main, retiré doucement la clé du contact et je l'ai glissée dans ma poche. J'ai continué à faire le plein comme si rien ne s'était passé. Ils sont venus payer, puis soudain ils ont commencé à se disputer. Chacun accusait l'autre d'avoir perdu les clés. La tension montait, les voix devenaient plus fortes, et moi je faisais semblant de chercher autour de la voiture avec eux. Ce retard a été suffisant. Les gyrophares ont illuminé la station et la police est arrivée. J'ai dû raconter l'histoire à l'agent plusieurs fois avant qu'il comprenne vraiment ce qui venait de se passer. Les voleurs avaient un regard totalement incrédule, comme s'ils ne pouvaient pas accepter que leur plan se soit effondré aussi bêtement. Les policiers riaient à gorge déployée en racontant l'histoire à la radio pendant que les voleurs, menottés, étaient assis à l'arrière de la voiture de patrouille. Moi, je regardais ma Jeep, enfin récupérée, encore sous le choc. Le lendemain, l'histoire a fait la une de plusieurs grands journaux. À l'école et au travail, tout le monde en parlait, et moi je n'ai plus jamais prêté ma voiture sans vérifier 2 fois où étaient les clés. Il y a plusieurs années, je suis allé travailler pour une entreprise de remorquage. C'est à peu près la seule chose que je sais faire, à part peindre des voitures, ce qui affecte gravement ma santé. Le salaire était plutôt correct, mais nous devions partager les camions et le patron pensait savoir exactement où nous devions nous placer pour obtenir les meilleurs appels. C'est important pour la suite. Après quelques mois, j'ai réalisé que je ne gagnais pas l'argent que je devrais normalement gagner. Un soir, alors que j'étais assis sur un parking, j'ai profité du temps mort pour commencer à me renseigner sur les lois concernant les employés dans des situations similaires. Le patron était franchement un connard et les camions étaient équipés de transpondeurs, ce qui lui permettait de voir si nous laissions le moteur tourner avec la climatisation par forte chaleur ou avec le chauffage par grand froid. Il appelait sans arrêt pour se plaindre dès que les roues ne tournaient pas. En faisant mes recherches, j'ai découvert que s'il nous obligeait à rester dans un parking précis, une rue précise ou n'importe quel endroit de son choix, alors nous avions droit à un salaire horaire et pas seulement à une commission. Le terme juridique était engagé à attendre. En revanche, s'il nous permettait de nous déplacer librement en attendant les appels, nous n'avions pas droit au salaire horaire et nous étions considérés comme en attente d'être engagés. Je ne lui ai jamais parlé de cette découverte, mais j'ai commencé à noter précisément mon temps de travail. Encore un mois environ passe, et il commence à me tomber dessus pour des broutilles insignifiantes, des choses qui normalement n'auraient aucune importance, comme le fait d'avoir oublié une canette de soda dans le porte-gobelet. Il a littéralement piqué une crise de rage pour ça. À ce moment-là, j'en avais assez de travailler pour lui et j'avais déjà trouvé un autre emploi. J'ai donc décidé qu'il était temps de mettre mon plan à exécution. Je l'ai appelé et je lui ai dit que nous devions discuter de mon salaire final et que nous pouvions nous voir quand cela lui conviendrait. Une fois dans son bureau, j'ai exposé mon argumentation,
expliquer la loi de l'État et préciser que je m'attendais à être payé pour les heures durant lesquelles j'étais en service sans être libre de me déplacer, de chercher du travail ailleurs ou de faire ce que je voulais. Il m'a répondu très clairement que je ne serais pas payé pour ce temps, puisque c'était ce qui avait été convenu lors de mon embauche. Je n'ai pas cherché à discuter davantage, car j'avais déjà prévu l'étape suivante. J'ai pris mon dernier chèque et je suis parti. Le lundi suivant, j'ai passé un coup de fil à l'inspection du travail de l'État et je leur ai exposé mon cas. Inutile de dire qu'ils se sont montrés très intéressés par la situation. Finalement, ils sont venus examiner ses dossiers d'emploi et parler au chauffeur encore en poste. Quand il a reçu la facture correspondant à tout ce qu'il devait nous payer à tous, la somme était bien trop élevée pour lui. Il a donc vendu les camions, son bateau et le terrain, puis il a fermé l'entreprise. Je n'ai jamais récupéré la totalité de l'argent qui m'était dû, seulement une petite partie. Mais la satisfaction de connaître la loi un peu mieux que lui et de regarder tout s'écrouler était un bonheur absolu. D'abord, il faut apprécier le genre de type qu'est Nathan. Ingénieur brillant et un peu fou. Nathan aime les règles et Nathan n'abandonne pas quand il sait comment les choses sont censées fonctionner. J'aime lui demander de raconter cette histoire chaque fois qu'on est ensemble parce qu'il ne voit même pas pourquoi c'est drôle. Pour lui, c'est juste sa façon de gérer tous les problèmes. Nathan, c'est comme si tu voyais Sisyphe et que tu te disais que tu devrais peut-être essayer de l'arrêter. Puis un jour, le rocher se retrouve en haut de la colline. Tu vas demander à Sisyphe comment il a fait et il te répond. C'était simple. J'ai continué à pousser encore et, à la fin, la montagne a abandonné. Un véritable bureaucrate de niveau 19. Il fait simplement fonctionner les systèmes à travers les problèmes, peu importe à quel point ils devraient paraître insurmontables. Jusqu'au jour où la force irrésistible de Nathan a rencontré un objet inamovible. Je suis arrivé au travail et j'ai vu des chèques et des enveloppes étalés partout sur son bureau. Et Nathan les remplissait avec ce genre de sourire que Steve Buscemi pourrait avoir en rayant des noms sur une liste avec un tube de rouge à lèvres. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a expliqué calmement qu'il avait des problèmes avec le fisc. J'ai creusé un peu plus parce que ça n'expliquait absolument pas la présence de plus d'un chèque ou d'une enveloppe, et il a commencé à me raconter que l'année précédente, pendant la période des impôts, il était en Chine pour le travail. Il avait donc commencé à remplir sa déclaration en avance, chez ses parents. Il devait un petit montant mais il est parti avant de pouvoir l'envoyer. Puis, une fois en Chine, il s'en est souvenu et il a payé en ligne en contournant le pare-feu. Mais entre-temps, ses parents, pensant qu'il avait oublié, ont rédigé un chèque à sa place et ont envoyé la déclaration eux aussi. Résultat, ses impôts ont été payés 2 fois. On lui a donc dit de ne pas s'inquiéter, que le chèque serait annulé. Sauf qu'il s'avère que le fisc de l'État de New York facture des frais d'annulation de chèques d'environ $40. Ils ont donc envoyé à Nathan une facture et une pénalité pour ces $40. C'était tout. Toute l'histoire tenait à ces $40. Nathan, pourquoi as-tu 20 chèques sur ton bureau? Eh bien, après leur avoir expliqué pourquoi ces frais n'étaient pas justifiés, ils n'ont rien compris. Nathan a donc passé les 4 semaines suivantes à faire remonter le problème jusqu'à obtenir un agent responsable du dossier, un vrai être humain en ligne avec un numéro de dossier. Nathan a commencé par demander à l'agent d'épeler son nom, puis, très poliment, de prouver qu'il était bien là où il disait être en lui demandant quel temps il faisait et comment s'était passé son trajet pour venir travailler ce jour-là. Ensuite, il a demandé le nom du supérieur de l'agent, l'a obtenu et a échangé quelques politesses. Il a expliqué que ses parents avaient écrit le chèque mais que c'était lui qui se voyait facturer les frais. L'agent a expliqué que c'était la politique du fisc. Tout chèque annulé entraîne des frais de $40. L'agent et Nathan ont tourné pendant des heures en rond dans un respect scrupuleux des règles, en explorant chaque détail du règlement. Nathan a alors calmement confirmé que il est de la politique du fisc d'autoriser n'importe qui à écrire un chèque au nom de n'importe qui d'autre. Oui monsieur, aucun problème. Il suffit d'indiquer le nom et le code postal du compte. Il est aussi de la politique du fisc de facturer les $40 de frais d'annulation à la personne dont le compte est indiqué sur le chèque. Oui monsieur, c'est bien la règle dans l'État de New York.
Ce qui signifie, et je jure qu'il a réellement posé cette question hypothétique à l'agent au téléphone, que moi, Nathan, je pourrais écrire un chèque de $10 en indiquant qu'il est pour vous, monsieur l'agent, au 1 234 567 Schenectady, New York, puis l'annuler et vous infliger des frais de $40, sans aucune pénalité ni recours possible contre moi. L'agent, tout aussi respectueux des règles, a répondu. Oui monsieur, j'imagine que ce serait possible. C'est donc exactement ce que Nathan a fait. Voilà pourquoi il avait 20 chèques sur son bureau et ce qu'il entendait par des problèmes avec le fisc. Il allait jusqu'au bout. Il envoyait des chèques au fisc pour payer les impôts de l'agent et de son supérieur, afin de pouvoir ensuite les annuler et leur faire devoir des frais pour chaque chèque annulé. Il exploitait la même faille du système dans laquelle il était tombé, afin d'extorquer le fisc à sa propre logique. J'en ai ri pendant des semaines. Et puis, environ 3 semaines plus tard, je n'en revenais pas quand il a reçu une lettre du fisc. Monsieur, nous comprenons le point que vous avez soulevé. Veuillez considérer que vos frais ont été annulés et espérons pouvoir clore cette affaire. Quand j'avais 14 ans et que ma sœur aînée, que j'appellerai Sarah pour cette histoire, en avait 22, nous avons appris qu'elle était enceinte de Paul, son petit ami depuis 4 ans. Ils se sont immédiatement fiancés et étaient très heureux. Du moins au début. La grossesse de Sarah a été extrêmement difficile. Vers 16 à 18 semaines, toute l'idée merveilleuse de créer une vie humaine s'est évaporée pour elle. Elle a développé une hyperémèse gravidique, ce qui correspond à des nausées très sévères, elle souffrait constamment, a déclaré un diabète gestationnel et a fini par détester absolument toute l'expérience. À cette période, Paul, alors son fiancé, a commencé à se lasser de ses plaintes. Selon les souvenirs de Sarah, il minimisait sa souffrance en affirmant que son corps était fait pour ça et que ce ne pouvait pas être si terrible. La date prévue pour l'accouchement tombait autour de la Saint-Valentin et les parents de Paul, que j'appellerai Monsieur et Madame Doe, étaient ravis à l'idée d'avoir un petit enfant, encore plus s'il naissait un jour férié. Sarah, au contraire, était farouchement opposée à cette idée et espérait de toutes ses forces que son fils ne naîtrait pas un jour de fête, même une fête mineure comme la Saint-Valentin. Son propre anniversaire tombait parfois à Pâques et elle détestait cela, car elle avait toujours eu l'impression que ce jour n'était jamais vraiment à propos d'elle. Madame Doe a alors suggéré que, si l'enfant s'appelait Valentine ou Valentino, la date deviendrait encore plus spéciale pour lui. Sarah a immédiatement rejeté cette idée. Elle trouvait cela vulgaire, craignait qu'il soit moqué à l'école et détestait tout simplement le prénom Valentino. Paul, lui, adorait cette idée, mais avait finalement accepté de choisir un prénom plus classique comme Daniel ou Jared. En février, Sarah n'en pouvait plus et voulait que tout cela se termine. Elle avait été officiellement mise au repos strict, car sa tension artérielle montait et chutait de manière imprévisible dès qu'elle restait debout ou marchait. Avec le recul, je me rends compte à quel point cette période a dû être terrible pour elle. Elle faisait tout pour éviter d'accoucher le jour de la Saint-Valentin, mais les naissances ne se plient pas aux souhaits et ce bébé allait naître ce jour-là, qu'elle le veuille ou non. Je me souviens avoir attendu dans la salle d'attente avec mon père, mes frères et Paul, qui refusait d'entrer en salle d'accouchement parce qu'il trouvait cela répugnant. J'étais furieuse qu'il puisse y aller mais ne le fasse pas, sous prétexte que l'accouchement était dégoûtant, alors que moi j'étais obligé de rester dehors parce que j'étais jugé trop jeune pour accompagner ma mère et mon autre sœur. Mon père est finalement rentré à la maison avec mes 2 plus jeunes frères, tandis que mon frère aîné, Zek, est resté pour me surveiller parce que je refusais de partir. 16 heures après le début du travail, mon neveu est officiellement entré dans la famille, en soirée, le jour de la Saint-Valentin. Malheureusement, Sarah n'allait pas bien du tout. Elle a dû subir une césarienne d'urgence et, pendant l'intervention, les médecins ont découvert qu'à l'arrière de son utérus, du côté de la colonne vertébrale, se trouvait une tumeur très volumineuse et très grave, heureusement non cancéreuse. Quand je dis volumineuse, je veux dire qu'elle faisait environ 2 fois la taille d'un utérus normal. Les médecins étaient stupéfaits et ne comprenaient pas comment elle avait pu passer inaperçue aux échographies. Elle expliquait ses terribles douleurs dorsales et ses problèmes de tension. Les médecins ont immédiatement enchaîné avec une nouvelle opération pour retirer la tumeur, mais ont malheureusement dû pratiquer une hystérectomie totale.
Cela signifiait que mon neveu serait l'unique enfant de Sarah. Pendant que Sarah était au bloc opératoire, Paul s'occupait de tout ce qui concernait le bébé pour s'assurer que son fils allait bien. Dans mes souvenirs d'adolescente, il semblait suffisamment bouleversé, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention et suis resté avec ma mère et ma sœur dans la salle d'attente. Zach, en revanche, voulait être un bon futur beau-frère et s'assurer que Paul allait bien. Il l'a trouvé en train de remplir seul les papiers de naissance, avec une expression que Zach a décrite plus tard comme totalement dépourvue d'inquiétude. Zach lui a demandé pourquoi il ne l'attendait pas pour remplir ses documents, puisqu'elle devait sortir du bloc opératoire dans l'heure. Paul a expliqué qu'il préférait la laisser se reposer et récupérer. Cela a semblé logique à Zach, qui n'avait que 16 ans et manquait d'expérience. À ce stade, on pourrait penser qu'il n'aurait jamais osé. Il savait à quel point elle détestait ce prénom et, de toute façon, elle aurait dû signer les documents elle aussi. Malheureusement, la réalité est bien pire. Paul a falsifié la signature de Sarah sur les papiers et a attendu qu'elle soit sortie de chirurgie pour les remettre. Mon neveu, né le jour de la Saint-Valentin, a donc été officiellement enregistré sous le prénom Valentino sur son premier acte de naissance. À ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi Paul et sa famille tenaient autant à ce prénom, surtout qu'il en avait choisi un autre avec ma sœur. Il n'a jamais été poursuivi pour falsification, car ses parents ont affirmé avoir été témoins de la signature de Sarah, alors qu'il n'était arrivé qu'à la toute dernière minute. Sarah l'a quitté et a fait changer le prénom de son fils un mois plus tard. Elle était prête à organiser une garde partagée, car elle voulait que son fils connaisse son père, mais Paul a disparu sans jamais donner de nouvelles, ce qui nous a semblé très étrange. Jusqu'à ce qu'un ami commun publie des photos de son mariage sur les réseaux sociaux 6 mois plus tard. Paul avait apparemment commencé à la tromper peu de temps après qu'elle soit tombée enceinte. Sarah était furieuse, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle a donc demandé une pension alimentaire et a continué à vivre sa vie du mieux possible. 6 ans plus tard, c'est là que commence la revanche. Sarah était mère célibataire depuis 6 ans et s'en sortait admirablement. De mon côté, j'étais coiffeuse depuis environ 8 mois dans un salon de coiffure local. Un jour de travail, je me suis retrouvé face à Jane, la femme de Paul, assise sur mon fauteuil. Je l'ai installée pour une simple coupe et elle n'avait clairement aucune idée de qui j'étais. Cela n'avait rien d'étonnant, car un ami commun encore en contact avec Paul m'avait confirmé que Jane ne savait absolument rien. Elle ignorait l'existence de Sarah, le fait qu'elle avait été la maîtresse, et même que Paul avait un enfant pour lequel il payait occasionnellement une pension alimentaire. Elle vivait dans l'ignorance totale. Je me suis promis de ne pas me comporter comme une personne désagréable et de la traiter comme une cliente normale, ce que j'ai fait. À ce moment-là, Jane était très enceinte, donc une grande partie de notre conversation tournait autour de la grossesse. Elle expliquait qu'elle aimait être enceinte malgré la difficulté, que son mari manquait cruellement de compassion, et qu'elle devait accoucher dans 10 semaines alors qu'ils n'avaient toujours pas choisi de prénom pour leur petite fille. C'était mon occasion. Je lui ai demandé quel type de prénom elle recherchait. Elle voulait quelque chose d'unique et d'original, mais pas ridicule. Elle expliquait que Paul avait proposé de nombreux prénoms, qu'elle détestait tous. J'ai alors suggéré le prénom Sarah. Le vrai prénom de ma sœur n'est pas réellement Sarah. Elle avait été nommée d'après un membre plus âgé de la famille décédé peu après sa naissance, et comme il n'existait pas d'équivalent féminin, nos parents en avaient inventé un. C'est un prénom magnifique et exactement ce que Jane recherchait. Elle a adoré, elle a insisté pour le garder, et j'ai découvert quelques mois plus tard, en regardant son profil sur les réseaux sociaux, qu'elle avait tenu bon et que c'était bien le prénom donné à leur fille. Désormais, Paul a une fille qui porte le prénom de son ex, un rappel quotidien de ce qu'il a fait, et aussi un rappel de payer sa pension alimentaire. Mon neveu a maintenant 10 ans, porte son nouveau prénom et n'a aucun contact avec son père biologique. Dans la famille, nous l'appelons parfois Val comme surnom. Il aime bien, mais ne veut pas l'utiliser à l'école, donc cela reste un surnom familial. Sarah fait semblant de détester quand on l'appelle ainsi, sur le ton de la plaisanterie. Tant que cela lui plaît à lui, elle n'y voit aucun problème. Elle fréquente désormais quelqu'un de formidable, qui se comporte comme un vrai père pour Val.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.